Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans Ça vous regarde. Au sommaire ce soir, le plan hôpital rate-t-il sa cible? Rallonge budgétaire, reprise partielle de la dette et prime. Le gouvernement promettait un effort massif. Il récolte une déception massive. De quoi grossir les rangs des grévistes le 5 décembre prochain sur ce plateau. Des médecins urgentistes, des aides-soignants et des députés dans un instant. Réforme fiscale, jackpot pour les riches. L'INSEE publie aujourd'hui son portrait social de la France et sans surprise, ce sont les 10% des plus aisés qui ont le plus profité des choix économiques d'Emmanuel Macron en 2018. Alors la suppression du SF a-t-elle finalement, oui ou non, bénéficié à l'investissement dans notre économie? Décryptage avec nos invités à suivre. Et puis, notre grand témoin ce soir retrouve ses habits de professeur d'histoire. Il réhabilite dans un livre ce qu'il appelle les inventeurs de la République. Ça s'appelle Jacobin. Point d'exclamation. C'est une galerie de portraits de révolutionnaires et une source d'inspiration pour le présent pour Alexis Corbière qui est avec nous ce soir. Voilà donc pour le programme. C'est parti. Hashtag CVR. N'oubliez pas, on y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Nos invités en plateau ce soir, Alexis Corbière, bonsoir. Merci d'être là, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Vous publiez Jacobin, je le disais, point d'exclamation, c'est chez Perrin. C'est un ouvrage dans lequel vous redonnez un peu ces lettres de noblesse à quelques grands révolutionnaires, connus ou moins connus, on y reviendra. Vous êtes donc notre grand témoin ce soir. On a plein de sujets à voir avec vous, à commencer par ce nouveau plan très attendu pour l'hôpital public. On en parle avec vous, docteur Gérald Kierzek. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes médecin urgentiste et consultant santé pour LCI, le groupe TF1. Thierry Amouroux, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes infirmier et porte-parole du syndicat des personnels infirmiers. Et Stéphanie Rist, merci à vous, député La République En Marche du Loiret. Vous avez été d'ailleurs dans cette loi santé, loi hôpital, oui, co-rapporteur, absolument. Et vous allez nous dire au fond si bien, vous allez voter très vite toutes ces rallonges budgétaires dans le cadre du budget de la sécurité sociale. Vous êtes médecin, je le rappelle, médecin rhumatologue, passé par l'hôpital public. Je vous donne la parole dans un instant, mais il ouvre l'émission comme tous les soirs en nous plantant le décor à sa manière, avec son regard, si j'ai bien compris. Stéphane Blakowski. Bonsoir Myriam, bonsoir madame. Bonsoir Stéphane, messieurs. Si j'ai bien compris ce soir. Alors, laissez-moi le temps de m'installer. Je vous dis tout de suite ce que j'ai compris. Vous allez voir, ça a été une révélation. Si j'ai bien compris, pour sauver l'hôpital public, il faudrait que de l'argent tombe du ciel. Donc, alors je sais bien, je m'en rends bien compte que ce n'est pas très réaliste, l'argent ça ne tombe pas du ciel. Quoique, des fois on voit des trucs bizarres. Regardez, récemment, sur les plages de l'Atlantique, qu'est-ce qu'on a vu? Des ballots arriver sur la plage remplis de cocaïne. Bon, imaginez que dans les semaines qui viennent, de nouveaux ballots arrivent sur la plage, cette fois-ci remplis de billets de banque. Mais d'un seul coup, tous les problèmes sont réglés. Bon, alors on envoie quelques gendarmes, ils récupèrent les billets au fur et à mesure. Dès qu'on a mis 3 milliards au sec, on les donne à Agnès Buzyn, et comme ça, elle peut augmenter de 300 € les infirmiers. Et puis si on a besoin d'autres argent pour financer, qu'est-ce qu'on fait? On renvoie les gendarmes, ils récupèrent d'autres ballots, puis voilà, c'est pas très... Non, très en forme ce soir. Oui, bon, c'est un peu farfelu cette histoire, non? Alors c'est farfelu, mais en fait c'est juste une question de vocabulaire, Myriam. Parce que, évidemment, parler d'argent qui tombe du ciel, c'est farfelu. Parler de ballots d'argent qui arriveraient sur la plage, c'est pas impossible, mais bon, c'est très peu crédible. Donc, en fait, si on veut sérieux, il faut changer de vocabulaire. Il ne faut pas se tourner en réclamant de l'argent au ciel, il faut réclamer un plan Marshall. C'est-à-dire que c'est synonyme, réclamer de l'argent au ciel ou réclamer un plan Marshall, c'est pareil, sauf que dans le cas du plan Marshall, ça fait sérieux. Il y a le côté référence historique, forcément. Vous vous souvenez, les Américains qui ont aidé l'Europe à se reconstruire après-guerre, donc ils ont versé l'équivalent actuel de 150 milliards d'euros auprès des pays européens, qui, eux, en échange, n'ont remboursé que 20%. Donc réclamer un plan Marshall, qu'est-ce que c'est? C'est réclamer l'idée qu'un généreux donateur viendrait faire pleuvoir sur vous les billets, et puis qu'au bout du compte, vous ne remboursiez finalement que 20%. Bon, alors l'avantage, malgré tout, c'est que c'est quand même beaucoup plus sérieux de réclamer un plan Marshall. On écoute la CGT Santé, c'est Christophe Prudhomme. Nous réclamons un vrai plan Marshall pour l'hôpital public. Il faut rattraper le retard pris ces dernières années et surtout qu'on arrête de nous expliquer qu'il faut faire encore et encore des économies en permanence.
Ça veut dire que pour vous, c'est pas sérieux de réclamer un plan Marshall. L'hôpital ne le mérite pas. Mais certainement, mais je dis pas ça. Non, mais alors je jette pas la pierre à la CGT. Hein. Qui ne réclame pas un plan Marshall aujourd'hui? Moi, personnellement, je veux bien un plan Marshall. Enfin, mais tout le monde veut un plan Marshall. Il suffit de feuilleter la presse pour s'en rendre compte. Alors, j'ai choisi quelques exemples. Tout ça, c'est des exemples récents. Bon, par exemple, dans LSA, magazine de la grande distribution, ce sont les industriels de l'agroalimentaire qui réclament un plan Marshall. Ils ne sont pas les seuls, hein, dans un autre domaine. Les associations féministes, elles réclament elles aussi un plan Marshall, cette fois pour lutter contre les violences conjugales. Mais la liste n'en finit pas. En fait, chacun voit un peu midi à sa porte. Regardez, dans Ouest France, on réclame un plan Marshall pour les langues régionales. Bah oui, pourquoi pas. Tout le monde voudrait que l'argent tombe du ciel. Et, chacun a son petit hobby. Par exemple, Bruno Retailleau, sa passion, c'est la police. Qu'est-ce qu'il fait? Il réclame un plan Marshall pour la police, évidemment. Alors, une devinette, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Mettons que Olivier Bianchi, le maire de Clermont-Ferrand, réclame un plan Marshall. D'après vous, ce serait pourquoi? Ouais, je vous le dis, c'est pour refaire, non, c'est pas pour le Saint-Nectaire, c'est pour refaire la ligne SNCF. Voilà, et lui aussi, il veut son plan Marshall. Bon, c'est très drôle, vous êtes en pleine forme, mais quand même, l'hôpital mérite ou pas son plan Marshall tout de même? C'est qu'il y a des priorités. Si on redevient réaliste, il y a des priorités. Et d'ailleurs, le Premier ministre l'a dit cet après-midi, il a mis les priorités. Il a dit tant pis pour les langues régionales, tant pis pour la ligne SNCF Paris-Clermont-Ferrand. Elles attendront. La priorité pour le gouvernement, c'est l'hôpital. Et donc, il s'est exprimé au Sénat en s'efforçant de montrer que oui, vraiment, il a donné la priorité. Nous avons décidé d'opérer une reprise de dette. Je n'ai pas le souvenir, mais je parle sous votre contrôle, Monsieur le Président, je n'ai pas le souvenir qu'une telle reprise de dette ait été couramment réalisée dans le cadre de l'hôpital public. 10 milliards de dettes en 3 ans, c'est massif. Vous voyez, il a même répété après coup, il a dit 10 milliards de dettes une deuxième fois, c'est massif. Donc lui est vraiment convaincu d'avoir fait un énorme effort budgétaire pour l'hôpital. La question, et c'est ce qui va faire débat avec nos invités, c'est est-ce que c'est vraiment le plan Marshall qu'attendaient les personnels hospitaliers? Alors on va regarder justement dans le détail quelles sont les mesures qui pourraient participer de ce plan Marshall. On va en retenir 3, puis on les commentera dans le détail avant de vous demander forcément votre réaction globale. 1,5 milliard en plus sur 3 ans dans le budget de la sécurité sociale, dans le budget de l'hôpital. Un tiers de la dette, on entendait Édouard Philippe, un tiers de la dette reprise par l'État. Au total, c'est 30 milliards, c'est 10 milliards qui va être repris par l'État. On verra ce que ça veut dire, ce que ça implique. Et puis, par mois, ça fait 66 € de primes mensuelles pour les infirmiers d'Île-de-France. Il y a toute une série d'autres primes. Je commence par les infirmiers que vous représentez. Déjà, quelle a été votre réaction quand vous avez entendu, à la mi-journée, l'ensemble de ces mesures? On a été extrêmement déçus. La dette. Personne ne réclamait qu'on touche à la dette parce que l'on doive ça comme assuré social ou comme contribuable, ça change rien. Vous dites personne parmi les aides-soignants, parmi les médecins, parce que les directeurs d'hôpitaux en parlaient. Oui, non, mais les directeurs d'hôpitaux, voilà. Par rapport aux professionnels qui exercent à l'hôpital au quotidien auprès des patients, vous avez eu une mobilisation énorme. Jeudi dernier, avec les médecins, les infirmières, les aides-soignants, les cadres, pour réclamer plus de lits, plus de postes et des revalorisations salariales. Est-ce qu'en réduisant la dette, ça ne permet pas d'investir, justement? C'est le calcul, non? Non. Parce que là, on consacre de l'argent à rembourser la dette, on va peut-être le consacrer à autre chose, je sais pas. Non, parce que la dette, vous la remboursez pas en un seul jour, c'est étalé sur des Vous voulez années, un budget de fonctionnement tout de suite. Ça permettra peut-être des petites économies, mais tout ça, c'est des augmentations de salaire tout de suite, c'est ce que vous attendiez, plus les effectifs, plus la réouverture de lits. Oui, parce qu'il faut bien comprendre que la dette, c'est pour de l'investissement, donc faire un nouvel hôpital, une nouvelle aile, etc. Nous, on est dans le budget de fonctionnement. On a besoin de lits, on a besoin de personnel pour répondre aux besoins de santé de la population aujourd'hui. Et ça, c'est pas possible. Quand vous voyez que au niveau de l'Île-de-France, une énorme région, 12 millions d'habitants, les enfants, on est obligé de les envoyer en province parce qu'il n'y a plus assez de lits disponibles en réanimation pédiatrique. Alors qu'on n'est pas encore en épidémie de bronchiolite, on n'est pas encore en épidémie de grippe,
Aujourd'hui, on n'arrive plus à faire face. Alors, c'est incroyable. Vous voyez, on entend bien voilà, le diagnostic. Je voudrais terminer le tour de table et on reprendra ensuite les annonces. Docteur Kierzek, c'est intéressant parce qu'on a l'impression au fond que, d'après les aides-soignants, en tout cas les infirmiers que vous représentez, il est en décalage avec les attentes urgentes et immédiates que réclament depuis 8 mois. Elle n'est pas nouvelle, cette crise. Il y a un décalage total entre le gouvernement actuel et de manière générale les gouvernements, c'est-à-dire la tête des hôpitaux qui nous envoie dans le mur, y compris de la dette depuis des années. C'est sûr que c'est pas nouveau, ça date pas de 2017, mais depuis des années, on a cette déconnexion avec des gens qui ne sont pas au cœur du soin, qui sont des gestionnaires et qui pilotent le budget des hôpitaux, mais comme le budget de la santé, comme étant un tableur Excel avec des notions de rentabilité, de tarification à l'activité. Oui, c'est un pilotage purement budgétaire, ce sont des financiers, absolument pas des soignants. Déconnexion avec qui? Avec les jambes. Il y a la tête et puis il y a les jambes. Et la tête et les jambes ne marchent plus du tout ensemble. Alors, vous parlez des aides-soignants, une catégorie professionnelle, les infirmiers, les médecins, les grands patrons de médecine qui étaient dans la rue le 14 novembre. Nous étions tous dans la rue, toute la chaîne des soins, y compris d'ailleurs la médecine libérale qui était dans la rue, en disant on ne peut plus. Alors, bien sûr, le plan Marshall, d'ailleurs, je vais le bannir de mon vocabulaire. Là, depuis votre billet d'humour, j'ai compris. Mais c'est surtout que c'est une priorité. C'est-à-dire que dans ce pays, si on ne considère plus la santé comme une priorité, faut le dire aux Français, il faut faire les arbitrages politiques, mais il faut arrêter de mentir. Parce que nous, le sentiment qu'on a quand on entend les annonces ce matin, c'est qu'on a l'impression d'avoir des effets d'annonce, d'avoir de la communication, d'avoir de la méthode couée, voire du mensonge. Et quand je vois notre directeur général qui nous envoie, il se trouve que je travaille à l'assistance publique hôpitaux de Paris, qui nous envoie le dossier de presse, c'est une opération de communication. Mais nous, au quotidien, ça ne changera pas les lits, ça ne changera pas les effectifs, ça ne changera pas la gouvernance des hôpitaux, parce qu'en permanence, actuellement et depuis des années, les soignants sont méprisés. Et dans ces annonces ce matin, je pense qu'il y a quelque chose de plus grave qui s'est rajouté. Il y a un mépris qui s'est rajouté. Il y a un mépris, oulala. Vous entendez le réquisitoire. Je vais vous donner la parole, Stéphanie Rist. Vous êtes un peu en minorité sur ce plateau. Vous allez entendre, au fond, tous les griefs et toutes les déceptions et vous répondrez. Casquette médecin ou casquette député? Alexis Corbière, 1,5 milliard d'euros, c'est pas rien. Et ça rompt quand même avec une disette budgétaire qui était ancienne et qui ne date pas de ce mandat-là. Sur les 3 dernières années, je crois que c'est à peu près 12 milliards qui ont été économisés, je me le mets entre guillemets, sur les dépenses de santé. Sur les 10 dernières années, on dit... Les 3 dernières années. Depuis 2015, on dit 10 milliards. D'accord. C'est la dépense, 12 milliards. C'est les chiffres que vous êtes 10 milliards d'accord quoi d'économie? Depuis 2015, on a demandé aux hôpitaux l'équivalent de 8 milliards d'économies, 10 milliards. Donc je prends votre chiffre. Donc les 1,5 milliards sont... Il y a une rupture avec la politique Il y en a un qui a été accordé. Du passé. Un plan Marshall pour les plus riches. Là, l'INSEE nous le dit. Les 0,1% du pays ont vu 23 000 euros. On va y venir après. En plus, ça c'est un plan Marshall. C'est plus malin d'attendre les billets sur la plage. Ça, c'est une autre non, mais c'est un plan Marshall qui a été mis en place par Emmanuel Macron pour les plus riches. Donc, il pense qu'il fallait supprimer. Il y avait un impôt, pensez quoi de ces annonces qui rapportait. Je suis en train de le développer. C'est-à-dire un impôt qui rapportait chaque année dans les recettes de l'État. Je pense à l'ISF qui a été remplacé. Mais c'est le sujet. Vous mangez le deuxième plateau. Non, mais c'est le sujet. J'entends bien, mais non, mais parce que c'est intéressant la manière dont les choses ont été engagées, parce que c'est la question. Si on dit à tout le monde on peut pas en vérité, que l'argent ne tombe pas du ciel, alors évidemment les braves gens ils disent on peut rien faire. Mais si par contre on met en perspective des choix qui sont faits, de baisser des impôts, il y a des moyens qui peuvent être mis en œuvre. Quand on a baissé la CSG, ça s'est fait sur le dos de la sécurité sociale par exemple, et ça a été bénéfique aux gilets jaunes. Et donc si c'est peut-être aussi un effort qu'on a déjà fait. Vous aurez compris qu'à l'image, mais moi après je suis pas directement professionnel, mais je fais confiance à nos amis. C'est qu'actuellement il y a plus qu'une déception parce que ceux de la santé savent qu'à l'inverse on demande depuis des années beaucoup d'économies. Là ils sont mobilisés, ce qu'on leur accorde, il y a beaucoup de communication et peu de moyens concrets pour vraiment changer les choses. La parole à la défense. Non mais de dire que c'est du mépris ou un plan de communication à 1,5 milliard d'euros, plus la reprise de la dette à 10 milliards d'euros, plus les 150 millions d'euros d'investissement courant, c'est quand même du mépris ou du plan de com très cher. Et c'est de l'argent public. Par mois pour les infirmières parisiennes, c'est du mépris. Alors, c'est 800 on va s'écouter puis ensuite je vous donnerai la parole. Ça, c'est une des primes. Quand on cumule les primes pour une aide-soignante à Paris, ça peut aller jusqu'à 2 000 euros par an. Et ça, c'est pas rien. Il y a un ensemble de primes qui sont ciblées et qui sont très intéressantes parce que on revient sur le fait important à mon sens, qui est la demande des soignants d'augmenter le nombre de lits. Comment on augmente le nombre de lits? En rendant attractifs nos établissements, soit sur l'attractivité des jeunes médecins pour qu'ils viennent à l'hôpital public, on ferme soit des de lits parce qu'on rentrer nous coupe les attractivité. vivres chaque année. Non, on ferme des lits parce qu'on n'a pas le personnel. Je suis moi-même à l'hôpital public, j'ai eu des responsabilités administratives, je sais pourquoi on fermait les lits, parce qu'on n'avait pas assez de médecins. Donc si on rend attractif... Il y a un problème de recrutement. Si on rend attractif
et même à la PHP, c'est pareil. Hein. Si on rend attractif pour les infirmières ou pour les médecins, on pourra rouvrir des lits. Et donc ces mesures répondent à travers l'attractivité. Le métier, vous pensez les propositions d'Édouard Philippe, les primes de début de carrière rendent attractives. Quand vous avez 15 000 euros sur d'une prime parce que vous allez choisir de venir à l'hôpital public plutôt qu'à l'hôpital privé, pour une infirmière, oui, c'est attractif. Alors, non mais là, on ne parle pas du tout de ça, on parle de 66 euros, et sur les fermetures de lits, c'est lié au manque de personnel, mais il y a des fermetures de lits. On va donner 15 000 euros aux infirmières. Non. Je ne comprends pas le chiffre. Non. La PCEH montée à 15 000 euros, étendue aux infirmières, elle était jusque-là que pour les médecins. Qu'est-ce que c'est que la PCEH? C'est le contrat d'engagement, d'incitation à venir à l'hôpital public plutôt que d'aller dans le privé. C'est une prime initiale pour venir, ça s'appelle la PCEH. Et on donne 15 000 euros aux infirmières? Moi, je n'ai pas entendu ça ce matin. C'est dans le plan des mesures, c'est dans les mesures. Je vous propose une chose. C'est étendu, il n'y a pas que le 66 euros, il y a un ensemble de primes. En fait, vous avez une mesure chaude, tu n'as pas annoncé qui est formidable, mais que le gouvernement ne parle pas. Ce que je vous propose, c'est qu'on va ministre de la Santé parce que vous êtes meilleur que lui. On va faire un tour d'horizon des réactions justement sur l'ensemble des métiers de l'hôpital. Et puis on va revenir juste après sur cette question des rémunérations et des primes. On écoute les réactions dans le monde hospitalier. On a une revalorisation qui est faite pour les personnels de Paris et de la Petite Couronne, qui est quand même à remettre dans un contexte où ça ne paye même pas un pass Navigo. La prime des 300 euros, ça reste une prime au mérite. Le fait d'intégrer des primes au niveau des professionnels ne permet pas d'avoir une pérennité dans la durée, dans le temps, et surtout dans la logique de ce qu'est la fonction publique, ne permet pas non plus d'avoir une cotisation sur les retraites, par exemple. C'est insuffisant, on n'est pas entendu, on a l'impression que c'est encore plus méprisant qu'avant, quoi. Cette reprise de la dette, c'est donner un souffle. Et puis l'investissement qui est nécessaire. Les hôpitaux publics ont un très haut niveau d'expertise, des plateaux techniques de très haut niveau, des équipes de très haut niveau. Et donc il est important qu'on puisse investir. Ça répond aux revendications que l'ADH avait pu formuler. Oui. Lorsqu'il y a reprise de dette, on peut toujours considérer que c'est une bonne nouvelle. Alors en façade, oui, c'est une bonne nouvelle. Mais Édouard Philippe ne dit pas sur quels critères il va déterminer quels établissements vont pouvoir avoir leur dette reprise. La priorité, c'est pas d'effacer la dette. La priorité, c'est de donner les moyens nouveaux à l'hôpital. La suite, pour nous, c'est le 5 décembre. Donc à partir du 5, pour nous, en tout cas, ce qu'on va laisser mettre au débat dans nos syndicats, c'est bien sûr que la grève soit reconductible. Donc nous poursuivons notre préavis de grève, on continue donc la grève et la lutte. Nous appelons à un vote pour que la décision soit prise de manière collégiale et que nous nous rejoignions tous de manière claire et unanime sur un appel au 5 décembre. Stéphanie Ries, je vous redonne la parole et puis ensuite vous réagirez. Je voudrais qu'on continue à parler des rémunérations, du pouvoir d'achat. On parlera de la dette ensuite et éventuellement du budget qui augmente. Sur les rémunérations, déjà, on a une série de primes. Pourquoi le gouvernement passe par des primes? Pourquoi il n'y a pas d'augmentation nette de salaire directement? Quand on augmente le salaire dans la fonction publique, il faut augmenter le salaire de l'ensemble des fonctionnaires publics, c'est-à-dire les enseignants, les policiers, tout le personnel de la... Il y a une fonction publique hospitalière. Et on ne peut pas passer par la fonction publique hospitalière. Mais il faut dire la vérité aux Français. D'un autre côté, on baisse les impôts. Cette année, en 2025 milliards d'euros sur l'impôt sur le revenu. On ne peut pas augmenter les salaires d'un grand nombre, d'un ensemble de tous les fonctionnaires. Tout le monde réclame une augmentation de salaire, donc c'est peut-être le moment de tout augmenter. En gros, ce que vous nous dites, c'est que... comme vous l'avez très bien dit dans votre introduction, il y a un principe de réalité où l'argent ne tombe pas du ciel. Donc c'est une question budgétaire. On n'a pas les moyens politiques. Si on ouvre... mais quand vous avez une aide-soignante... C'est des choix. Mais ce qui compte, la boîte à salaire dans la fonction hospitalière, ça voudrait dire ouvrir les autres. On préfère faire des primes pour moi un débat idéologique. On peut avoir ce débat que je comprends. On veut un salaire augmenté, ok, j'entends ça. Oui. Mais d'un autre côté, ce qu'on veut aussi, c'est une augmentation du pouvoir d'achat. Ce qu'on propose avec ces mesures, c'est de vraies concrète augmentation de pouvoir d'achat. Quand une aide-soignante à Paris, avec l'ensemble des primes, pourra atteindre 2 000 euros par an en plus, c'est une réelle augmentation du pouvoir d'achat. Thierry Amoureau, sur les primes, le panel de primes, il y a même des primes au mérite dans l'offre globale. Ça va être un bel outil managérial. Il faut comprendre la situation. Pourquoi les soignants réclament une revalorisation nette dans le salaire de 300 euros? Parce que les infirmières sont les moins payées de
tous les pays de l'OCDE. Le salaire moyen, c'est 1200 euros. On démarre à 1500 avec un niveau bac plus 3 et on termine bien longtemps après, en fin de carrière, à 2004. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est les plus mal payés d'Europe en dehors des pays baltes, 26e sur 29 selon l'étude de l'OCDE, que le salaire moyen infirmier est inférieur au salaire moyen de l'ensemble des salariés français. On est le seul pays d'Europe où ça existe. Ça, c'est le diagnostic. Donc, on veut être... Sur les primes, le panel de primes, vous avez une prime pour les infirmières d'Île-de-France. Notre demande. On en a parlé, 66 € par mois. Une série de primes de coopération, une série de primes au mérite. Ça ne suffit pas? Notre demande, c'est que l'on soit payé au juste prix, en fonction de nos compétences, de nos responsabilités, de notre engagement quotidien auprès des patients. C'était quoi le juste prix? Combien? 300 € sur le salaire et certainement pas des primes. Alors là, mais budgétairement, ça correspond à plusieurs milliards. Je crois que j'ai vu, à vérifier, mais j'ai vu que ça correspondait à 3 milliards de dépenses pour le budget de l'État. Je voudrais que vous compreniez. 4 milliards. C'est l'explication du gouvernement, je pense. C'est pour ça qu'on dit pas. Et c'est un choix politique. Si on veut mettre en salaire, sur le financement, madame, il y a 8 jours, dans l'article 3 du PLFSS, vous avez retiré 3,3 milliards au budget de la sécurité sociale. Mais c'est le même budget total, c'est l'argent des Allez, c'est intéressant parce qu'on est au cœur du sujet, c'est les députés qui vont voter ces rallonges budgétaires. Vu que vous avancez l'argument de 3 milliards, pourquoi il fallait supprimer l'ISF? Vous-même, vous avez baissé... Non mais vous n'avez toujours pas la réponse. C'est 3,9 milliards. Pourquoi il fallait que la catégorie des gens les plus aisés paye moins d'impôts? Mais vous restez sur vos mesures d'ISF, je veux bien l'entendre. C'est pas les miennes, c'est les vôtres. C'est votre discours. Moi, ce que je dis, c'est que ces mesures vont apporter du pouvoir d'achat aux soignants qui le méritent. Parce qu'elles ont des salaires les plus bas. On parle des annonces, ce matin. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait des vraies choses réelles. Et l'augmentation du pouvoir d'achat qui va être apportée par ces mesures, c'est important. Le ressenti, c'est-à-dire que ces primes-là, alors qu'on demande à être reconnues pour notre métier, on nous dit tiens, vous aurez-vous une petite prime pour les aides-soignants, j'ai rien fait, le retour que j'ai cet après-midi, une petite prime pour cela, mais nous, on ne demande pas l'aumône, on veut être payé au juste prix. Et là, on nous dit, vous savez, l'image que l'on a, c'est Hubert de Montmirail qui lance un os à la jacouille. Et bien voilà comment ça a été ressenti. On a eu quantité d'appels téléphoniques, de mails, de gens qui se sont sentis insultés pour cette histoire de prime, limitée à 4 départements de l'Île-de-France, alors que c'est les soignants des 100 départements qui ont besoin d'être revalorisés. Et le fait qu'il n'y ait pas un lit de plus, un poste de plus prévu dans ces mesures, mais c'est incompréhensible. Gérald Kirsac, on entend, il y a un cri d'alarme là. C'est comme si au fond... Il y a un cri d'alarme pas catégoriel, pas pour nous. Cette question des rémunérations, le gouvernement ne l'avait pas... C'est pour les malades. Il se trouve que j'ai été hospitalisé il y a 15 jours, 9 jours de soins intensifs cardiologiques, et que j'ai pu voir le boulot, je le connaissais déjà, je suis médecin hospitalier, mais j'ai pu voir coucher sur un lit d'hôpital les effets directs du manque de personnel. De l'infirmière qui n'est pas là parce qu'elle est obligée d'aller en coronarographie, et du coup je prends pas de douche pendant 5 jours parce que je suis incapable de tenir debout. C'est ça le boulot des aides-soignants, des infirmiers. C'est un boulot qui est extrêmement pénible et c'est un boulot qui doit être payé à son juste prix. Et d'être au 26e rang sur les pays de l'OCDE sur 29, c'est indécent. Et donc ce qu'on attendait, c'était au-delà de l'aumône, comme vous le dites, et c'est comme ça que ça a été reçu, c'était une vraie considération. Et je suis d'accord avec vous, Madame Rist, c'est un choix politique. Or, le choix politique qui est fait, c'est un choix politique qui est autre, qui est de dire continuez à bosser, on s'en fout, on continue à piloter avec des gestionnaires. C'est ça qui est en train de se passer. Bien sûr que si, jamais ça s'est vu un plan de cette ampleur. Je suis moi-même médecin hospitalier, je continue à travailler le lundi matin à l'hôpital public. Je suis bien consciente du constat. C'est le sens même de mon engagement politique. Si vous êtes honnête, les 4 revendications du collectif interhospitalier... Et augmenter les impôts à côté, c'est quoi le résultat final? Non mais attendez... Finalement, vous perdez en pouvoir d'achat. On ne peut pas faire semblant de dire... On parle de crainte d'une convergence le 5 décembre et puis de convergence des luttes. Vous savez, le mouvement des Gilets jaunes, c'est le même à l'hôpital. Ce sont les Gilets jaunes de l'hôpital qui, à un moment donné, ont dit on en a marre. Et les Gilets jaunes en ville et les Gilets jaunes à l'hôpital, c'est la même chose. Côté usager,
côté contribuable et côté professionnel. Pourquoi ? Parce que quand vous fermez un hôpital, quand vous fermez un service public en province ou ailleurs, eh bien les gens disent mais attendez, ça sert plus à rien de payer des impôts. Alors que si on leur disait on va renforcer votre hôpital public, on va payer les infirmières. C'est ce qu'on fait avec Ma Santé 2022 et avec ce plan Ma Santé 2022, arrêtez avec Ma Santé 2022 qui est rejeté par tout le monde et qui est un prolongement de la loi Bachelot, de la loi Touraine et qui s'appelle maintenant la loi Buzyn. Pardon, mais juste pour revenir sur Gilets jaunes et blouse blanche, les gens, les Français sont capables de comprendre que les infirmières mal payées, il faut mieux les payer. Pourquoi ? Parce qu'elles vont s'occuper mieux de leurs personnes âgées, parce qu'on va maintenir des hôpitaux de proximité et là les gens seraient d'accord pour payer des impôts. On ne va pas vous mettre d'accord sur les réponses sur le pouvoir d'achat. Il y a un problème de consentement à l'impôt dans ce pays parce que les gens ils payent des impôts de plus en plus et on voit les services publics qui reculent. Et maintenant à l'intérieur des services publics, les gilets jaunes ils sont en train d'arriver parce que les blouses blanches c'est les gilets jaunes de l'hôpital. Ce que dit le docteur Kierzek, c'est que si vous aviez augmenté directement les salaires, les gilets jaunes, les citoyens auraient accepté peut-être des hausses d'impôts s'ils savaient à quoi ils étaient affectés. Mais au final, s'il y a plus d'impôts, on a moins de pouvoir d'achat. C'est quoi le sens ? La question je voudrais... Qui on augmente les impôts ? On peut discuter de ça parce qu'on fait peur à tout le monde d'augmenter les impôts. Mais j'affirme ici que le choix que vous avez fait continue le CICE. Expliquez-moi pourquoi le groupe Carrefour doit payer moins d'impôts. Expliquez-moi pourquoi. Expliquez-moi pourquoi. Je ne vais pas répéter mon truc. Non, je préfère expliquer pourquoi il va y avoir plus de lits avec les mesures qu'on a. Oui, non, mais vous répondez pas à ma question. Pourquoi des groupes qui reversent des parts à leurs actionnaires à des bénéfices records ? Moi, j'ai des réponses à apporter à mes infirmières. Vous ne répondez pas à mon argument. J'ai été chef de service. Député de la majorité dans le deuxième débat qui touche à cette question. À mes aides-soignantes, je pense à Odile ou Isabelle, qui vont pouvoir passer en catégorie. Les aides-soignantes, c'est insupportable ça. Les infirmières et les aides-soignantes de votre service. Affectif. Madame Lévy, j'aimerais qu'on avance un tout petit peu. Je voudrais comprendre. Je pense à Isabelle et à Odile, qui sont en fin de carrière d'aide-soignante à Orléans, à l'hôpital en service de rhumatologie depuis de nombreuses années, qui vont pouvoir passer en catégorie B, qui vont éventuellement, si elles se forment pour la gérontologie, puisqu'il y a des personnes âgées dont elles s'occupent très bien d'ailleurs, elles pourront avoir les 100 € de prime en plus. Je pense à elles aujourd'hui et excusez-moi, mais ça, c'est des vraies mesures. Comment ça augmente le nombre de lits ? Vous disiez, ça va augmenter le nombre de lits. Moi, j'ai pas entendu absolument pas ça, ni dans les propos d'Édouard Philippe, ni d'Agnès Buzyn. Mais parce que si vous êtes plus attractif et que vous avez le personnel médecin, jeune médecin qui va arriver grâce aux primes que nous avons mises, eh ben, vous pourrez rouvrir des lits. Parce que ce qui se passe, il y aura plus de candidats à l'hôpital en 20 ans. Mais on est toujours 6 fois plus de lits qu'au Danemark par nombre d'habitants. Non, mais il y a une histoire d'échelle. Il y a 100 000 lits qui ont été fermés en 20 ans pour des raisons économiques. Et effectivement, à la PHP, il manque 400 infirmières pour des raisons de la PHP, les hôpitaux parisiens et l'Île-de-France. Et du coup, il y a 900 lits qui sont fermés. 900 lits d'un côté, 100 000 lits de l'autre. Donc, c'est pas la même échelle. Le cap n'a pas changé. C'est-à-dire que là, on a des mesurettes, on a des primes, on essaie de diviser le mouvement, on donne quelques primes à Paris. Vous parliez de la gouvernance tout à l'heure. On met le médecin dans la gouvernance en codécision avec le directeur. C'était une demande des professionnels. Mais qui va croire ça ? Ce qui est dit, c'est uniquement pour calmer une grogne médicale de quelques grands patrons qui ne participent absolument pas à la décision médicale. Prenons le positivement, il y a une mobilisation qui d'ores et déjà amène à ce que ça bouge un petit peu. Je pense que c'est un encouragement à continuer de rester mobilisé. C'est mieux que rien. C'est la France Insoumise qui le dit. Je dis, j'observe que... Oui, vous appelez à ça, mais c'est pas sérieux. Alors écoutez, je vous propose d'écouter les réactions politiques. Mais vous inquiétez pas, moi j'ai l'impression que c'est ce que vous dites qui est pas sérieux, mais c'est pas grave. Je pense que ça montre que comme l'hôpital public, c'est un bien commun et il y a une indignation dans tout le pays, tout le monde le montre. Que les arguments, pardon, je vous le dis avec tout le respect que je vous dois, vous expliquez que c'est la faute à tout le monde, sauf au fait qu'il y a des économies qui sont imposées à l'hôpital public. Vous pensez que 66 € pour certains infirmiers, c'est la réponse absolue qui va créer une attractivité. Franchement, vous savez très bien qu'à Paris... J'ai pas dit ça, j'ai dit que c'était l'ensemble des mesures. Vous avez avancé le chiffre de 15 000 € par infirmière, j'ai toujours pas compris. L'ensemble des mesures pour choisir l'hôpital public, c'est sur l'ensemble des mesures du plan pour aller vers l'hôpital public, si j'ai bien compris. Stéphanie Rist. Oui. J'aimerais juste vous faire Répétez-nous, parce que non, les 15 000 €, c'est l'argument majeur. Instant. On a parlé aussi de la rémunération en Ile-de-France. Je voudrais juste entendre la réaction de vos collègues, parce qu'on entend la déception des personnels hospitaliers. C'est un peu plus mesuré du côté des différents bancs, d'ailleurs, de l'hémicycle à l'Assemblée. Écoutez. Derrière ces milliards, sur les 3 années qui vont venir, il y a des engagements qui sont pris, des engagements très forts. D'abord, que l'hôpital ne perdra pas d'argent. Derrière ces milliards, il y a aussi l'embauche de personnel qui sera permise, puisque comme le budget de l'hôpital va augmenter et comme l'hôpital sera moins endetté, il pourra augmenter le personnel là où ce sera nécessaire. C'est aussi l'attractivité des carrières. Vous avez vu qu'il y a un effort particulier en Ile-de-France
c'est normal, le prix du loyer en Ile-de-France n'est pas le même que dans le reste du territoire. Moi, je considère que les personnels soignants, que ce soit des hôpitaux, mais également des établissements médico-sociaux, restent sous-payés par rapport au travail qu'ils font. Et je pense qu'en province, nous allons avoir un très grand mécontentement de ces personnels. Il y a des mesures financières qui vont dans le bon sens quand on est sur la reprise de la dette, tant mieux. Mais il aurait fallu faire beaucoup plus fort dès maintenant, c'est-à-dire pour le budget 2020, parce que c'est maintenant qu'est l'urgence. Et il aurait fallu faire aussi davantage pour reconnaître l'implication personnelle de chacun des soignants. Pour conclure ce débat, je vais vous donner la parole, Stéphanie Rist. Ils vous ont tous dit qu'il y avait des angles morts dans ce plan. On en a parlé, les rémunérations, la ouverture de l'île, les effectifs. La déception, on l'entend. La reprise de la dette, ça reste assez techno comme ça. On ne comprend pas très bien en quoi ça va permettre de redonner du souffle à l'hôpital. Ça sera le mot de la fin. Essayez de l'expliquer de façon claire. 30% de la reprise de la dette, pour mon hôpital à Orléans, c'est 130 millions d'euros. 130 millions d'euros, ça correspond à peu près à 50 postes d'infirmières. Cette reprise de la dette, elle est vouée à faire de l'investissement ou de la transformation, notamment de la transformation d'organisation. On est tous professionnels de santé. C'est un budget d'investissement et sur 20 ans. Et de transformation. L'emprunt, vous le faites sur 20 ans. Sur 3 ans. Non, c'est sur 3 ans, l'État qui reprend 30% de la dette. Cette dette, elle était déjà dans la globalité de la dette de l'État, sauf qu'elle reprend à l'hôpital, donc avec des taux d'intérêt qui vont être différents. Donc on gagne, pour mon hôpital à Orléans, 130 millions d'euros, ce qui correspond à peu près à 50 postes d'infirmières. Si ces 50 infirmières sont auprès des patients, je dis que ces mesures, ce n'est pas un plan de com et ce n'est pas juste mais non, comme ça. Vous allez avoir le temps d'en discuter en dehors de ce studio. Parce l'Ondam qui a été voté fait qu'on va retirer encore des moyens à l'hôpital. Le premier Ondam, l'objectif de déficit de l'assurance maladie. L'objectif national de dépenses d'assurance maladie, c'est le budget de la sécurité sociale. Le premier Ondam, vous allez ouvrir un peu plus les vannes et pouvoir ouvrir les dépenses. Ouais, non. Le premier Ondam, le premier Ondam était à 2,1. Ça voulait dire 800 millions d'euros en moins pour l'hôpital. Là, il passe à 2,45, ça veut dire que ça va être entre 550 et 600 millions d'euros en moins pour l'hôpital l'année prochaine. Parce que les besoins naturels, c'est 4,4. Alors, pas trop technique, s'il vous plaît. De 1 à... Mais on est à voilà, donc en gros, ce que vous dites, M. Amouroux, c'est qu'on va faire moins d'économies qu'avant, mais ça reste des économies, c'est ça? Oui. Voilà. On continue à serrer le kiki de l'hôpital et on continue à laisser aux manettes les gens qui nous envoient dans le mur depuis plus de 10 ans. Je crois qu'on refera des débats sur l'hôpital parce que quelque chose me dit que vous serez dans les cortèges le 5 décembre. Tout à fait. C'est dit. On se retrouve. Je voudrais... Oui, il est passionné. Vous pensez que c'est parce qu'on a fait la Révolution française Dès qu'Alexis Corbière est là, que le débat politique en France est toujours aussi passionné. En tout cas, vous, elle vous passionne, la Révolution, depuis toujours. Comme nous on va parler un peu de votre livre après. Non, mais bon... Moi, je pense par exemple, on a beaucoup parlé dernièrement de République. Tout le monde parle de la République, mais je pense qu'on ne peut pas faire aimer la République si on fait détester ce qui est le moment fondateur de la République, à savoir la Révolution française. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? C'est une galerie de portraits. Vous dites, il y a eu un déclic quand vous avez lu une interview d'Emmanuel Macron quand il était candidat en 2015. Oui, parce que j'observe que, par exemple, Emmanuel Macron... Et qu'il parlait d'une forme d'absence de la figure du roi après la Révolution, et forcément après l'exécution de Louis XVI, comme si la démocratie devait vivre avec ce vide. Voilà, ça c'est une interview dans un journal, un entretien philosophique, comme on dit, d'Emmanuel Macron, le 1. Et ça vous a fait bondir. C'est intéressant. Non, mais c'est intéressant intellectuellement. Emmanuel Macron considère qu'il y a un grand absent de la vie politique française, dont le peuple a besoin, c'est la figure du roi. Et qu'en quelque sorte, il faut combler ce vide. Et il le fait d'une certaine manière. Et puis après, je l'ai vu, quand il a été élu, par exemple, il y avait une tradition, Chirac allait place de la République, la gauche, traditionnellement, allait place de la Bastille. Lui, il va au Louvre, c'est pas rien. La pyramide du Louvre. Et puis j'observe ensuite que quand il a réuni le Congrès à Versailles, il a proposé au pays un pacte girondin. Tout ça, c'est des références à la Révolution française. Donc cet imaginaire, il est encore présent dans le vocabulaire politique. Et je pense on l'a vu d'ailleurs dans le mouvement des Gilets jaunes également. Voilà. Et lors du mouvement des Gilets jaunes, j'ai trouvé ça intéressant que les gens, dans un premier temps, se mettaient des bonnets phrygiens sur la tête, des drapeaux blancs-rouges, ils chantaient la Marseillaise. Sur les gilets, ils marquaient « Reprenons la Bastille, 1789 ». Donc tout ça est encore présent dans le vous faites des portraits culottés, on peut le dire, d'une série de révolutionnaires. Voilà, c'est-à-dire que dans tout cet imaginaire, il y a des affreux. Aujourd'hui, ce sont les jacobins. Souvent, on dit « Ah, c'est terrible, c'est le jacobinisme ». C'est prétendument l'autoritarisme, la face noire de la Révolution française. Mais qui dit ce sont des afros? Qui dit qu'on les caricature? Aujourd'hui, quand on dit jacobin, ça veut dire que c'est l'État centraliste qui veut tout décider à Paris. C'est autoritaire. Les réflexes jacobins. Le président Macron dit que lui propose un pacte girondin. Sinon, le mot ne veut rien dire. Il défend pas les Girondins de Bordeaux. Donc, il utilise un vocabulaire politique, historique. Donc,
Et ça, regardez, la manière dont l'histoire de France est racontée aujourd'hui, c'est une manière de vous répondre à travers la principale émission du service public. Je pense à ce que fait Stéphane Bern, Secret d'Histoire. Au demeurant, Homme charmant, émission, 134 émissions depuis 6 ans, des personnages de la Révolution française, sur 134, c'est 4 personnages. 4. Et donc on efface progressivement. Donc il y a une forme de quoi? De nostalgie de l'ancien régime? Nostalgie souvent lacrymale de l'Ancien Régime, les rois et reines, les courtisans, etc., et une présentation sombre de la Révolution française. Et le mot jacobin, là-dedans, devient un espèce de club. Faudrait pas donner des idées aux Français. Voilà, vous avez raison. Les jacobins sont présentés comme quasiment un club de staliniens en herbe, ceux qui annoncent le totalitarisme, alors qu'en vérité, quand on y regarde, c'était un endroit de réflexion intellectuelle où des grands droits universalistes ont été pensés, l'égalité entre les citoyens, où toutes les promesses de 1789 ont été imaginées, où c'est quand même là qu'on a donné l'émancipation des Juifs, où c'est là où on a réfléchi pour la première fois à l'abolition de l'esclavage, c'est là où la question sociale a été posée, l'idée qu'il fallait une république qui n'était pas évidente au début de la Révolution française d'ailleurs. D'ailleurs, je vous renvoie tout ça, à la notule, à votre portrait de Robespierre, que vous admirez, mais vous aimez aussi Danton. Hein, il faut tous les aimer, tous les critiquer. Il faut pas les oublier, les caricaturer, c'est ça mon point. Peut-être d'un mot, vous nous parlez d'un premier député noir pendant la Révolution. On a choisi lui, on va voir son portrait. Vous nous en dites 2 mots, puis on renvoie à votre livre après. 2 mots parce que c'est... Il s'appelle Jean-Baptiste Bellay. La Révolution française va abolir l'esclavage le 4 février 1794. C'est-à-dire que la déclaration des droits de l'homme en 89, il faut 5 ans pour y arriver. Parce que c'est beaucoup de débats. Parce qu'évidemment, il y a un enjeu avec Saint-Domingue, les colonies, si on abolit l'esclavage, l'Angleterre risque de mettre la main dessus. Bref, tout ça prend du temps. Et il y a une révolution qui a lieu. En fait, les esclaves eux-mêmes se soulèvent pendant que ça discute en métropole. Et en 29 août 1793, à Saint-Domingue, les esclaves, libres dans une révolution d'esclaves, abolissent l'esclavage et ils envoient des représentants à la Convention pour dire ça. Et Jean-Baptiste Bellay, qui était esclave, est le premier député noir, ancien esclave qui vient. Il y a un tableau magnifique, je termine là-dessus, qui actuellement est à Versailles, qui le représente en tenue de conventionnelle, de Giraudet, vous avez là un extrait. Et j'ai demandé à Richard Ferrand, et je pense qu'on sera peut-être tous d'accord, ce serait magnifique que ce tableau, il revienne ici. Et l'appel est lancé. Je trouve que c'est un magnifique symbole de dire que cet homme qui a été esclave a été le premier député de couleur. Et je trouve que c'est pour faire aimer la République, pour faire aimer la Révolution française, ça doit s'incarner. Je termine. Et dans les femmes, n'oubliez pas, j'ai fait un chapitre modeste, mais oublions pas, Pauline Léon, Claire Lacombe, elles ont joué un rôle déterminant. Allez, je renvoie, ça s'appelle Jacobin, point d'exclamation, galerie de portraits de révolutionnaires, connus ou moins connus, c'est aux éditions Perrin. Merci à vous. Peut-être on va parler un peu de politique, que votre parti, la France Insoumise, a besoin aussi de faire sa révolution. Quel avenir pour LFI? C'est un sujet signé de Maïté Frémont. Regardez-nous bien. Ils avaient tout pour réussir. Un personnage charismatique qui touche du bout des doigts le second tour de la présidentielle. Une ascension fulgurante couronnée par une entrée à l'Assemblée nationale. Monsieur le député, monsieur le député. Des numéros 2, tous plus fougueux les uns que les autres. Résistants! Résistants! Et la face, c'est nous qu'on a! Gagné! Et la face, c'est nous qu'on a! Gagné! Les Insoumis cochaient beaucoup de cases. Et pourtant, 2 ans et demi après, on se rend compte que ça n'a pas pris. D'abord, il y a eu les nombreux coups d'éclat. Serez-vous le Premier ministre d'un gouvernement au service des nouveaux riches qui fabriquent des nouveaux pauvres? Quant aux commissions pour 5 €, elles sont à votre disposition. Vous ne faites qu'un seul geste en direction du peuple. Vous le bâillonnez. Rendez l'ISF d'abord! Les colères répétées du leader contre les médias, la police et la justice. Demandez à vos collègues de se tenir, s'il vous plaît, dans le respect des députés. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi votre question, madame? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Allez, enfoncez-moi cette porte. Et puis vient le bad buzz. La République, c'est moi! C'est moi qui suis parlementaire! Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte! Résultat, un effondrement aux européennes
Il y a eu l'incident des perquisitions qui a cassé son image personnelle à lui, non pas parce qu'il s'est mis en colère, il a le droit de se mettre en colère après tout, non mais c'est juste qu'il a perdu visiblement totalement le contrôle de lui-même. Et ça c'est impardonnable pour un homme d'État. Et donc ça l'a encore fait baisser par-dessus cette première baisse. Résultat, effectivement, à la campagne européenne, ils ont bu la tasse. On voit que Jean-Luc Mélenchon sous-performe par rapport au score qu'il avait réalisé en 2017. On rappelle qu'il avait fait 19,5%. Dans les dernières intentions de vote, il est à 11%, ce qui montre bien la baisse de niveau. Et cette baisse, elle s'explique assez simplement, c'est que la personnalité Mélenchon est beaucoup moins appréciée qu'à l'époque. Vous avez aujourd'hui 28% des Français qui ont une bonne opinion de lui. En septembre 2017, ils étaient 42% à nous le dire. Affaibli par les chiffres, la mécanique du mouvement s'enraye aussi de l'intérieur, avec le refus systématique et revendiqué de Jean-Luc Mélenchon de s'engager dans une stratégie d'union de la gauche. La maison Mélenchon pourra-t-elle colmater ses fissures? En interne, les ambitions s'aiguisent. Reste à savoir qui, mais surtout quand, le flambeau sera repris. Alors qui et quand le flambeau sera repris? Il est repris en permanence par un grand mouvement, des tas de visages, aujourd'hui un groupe. Vous savez, la Ve République, on en parlait, ramène tout à une seule personnalité. Il faudra bien qu'il y ait un candidat. Mais actuellement, c'est un mouvement et qui, franchement, un peu dans le paysage politique actuel, on a plutôt réussi à donner plusieurs visages dans notre mouvement. Moi, depuis 25 ans, je suis avec Jean-Luc Mélenchon. J'ai connu l'époque quand j'étais son porte-parole. On me disait, à part Mélenchon, il n'y a personne. Même moi, on disait, en gros, aujourd'hui, voilà, il y a Adrien. On a vu des visages, Adrien Quatennens, le vôtre. Il y a une galaxie. Il y a François Ruffin. Est-ce qu'il n'est pas temps, justement, pour Jean-Luc Mélenchon de passer la main et de préparer la suite? Le fait qu'il y ait tous ces visages, c'est grâce à Jean-Luc Mélenchon, qu'il a permis qu'il y ait tous ces gens qui émergent, qu'il y ait une génération qui émerge. Et ça, c'est bien. Donc, vous voyez, tous ceux qui l'accusent bien souvent d'être plutôt d'être l'arbre qui cache la forêt, au contraire, il a plutôt fait émerger une forêt. Après, il y aura un débat. Je vois bien à quoi vous voulez en venir, et vous avez parfaitement raison. En 2022, comment on fait pour être dans cette élection présidentielle à la hauteur du rendez-vous qui vient? Il y a un choc qui est annoncé entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut pas déjouer ça? Comment on fait? Qui est le meilleur pour pouvoir déjouer ça? Qui est le meilleur selon vous? Mais selon vous, vous avez un avis personnel. Moi, à ce stade, pour aller à l'essentiel, je pense que Jean-Luc Mélenchon, contrairement à ce que vous dites, ou du moins à la petite musique, il reste une personnalité très forte, qui a énormément d'atouts. À ce stade, il est un des meilleurs, voire même le meilleur. Non, mais il est, écoutez, ne serait-ce que les études d'opinion qu'on vous montre, premièrement, il reste le 3e homme, si j'en crois les différentes études dernièrement sur l'élection présidentielle qui a eu lieu. Moi, j'ai connu, oui. Pas dans toutes, hein. Dans toutes. Je n'en connais pas une seule où il n'est pas en 3e position. Il dégringole, en tout cas. Mais non, pas du tout. Il remonte par rapport à il y a un an et les perquisitions. Non, mais c'est ça qu'il faut voir. Il remonte. Donc il n'a pas commis l'irréparable on a fait des en termes politiques avec la manière dont il a perdu ses nerfs lors de la perquisition. Pour vous, c'est rattrapable. Mais les perquisitions sont un mauvais moment dans lequel nous avons fauté. Mais je vois mon ancien ami Thomas Guénolé. Thomas, il est essentiellement déçu parce qu'il n'était pas en position éligible aux européennes. Il dit des choses, monsieur Guénolé, que d'autres disent à mots couverts qu'il n'y a pas de débat. Qu'on ne peut pas dialoguer, qu'on ne peut pas critiquer. Mais c'est totalement fou. Au sein de la France Insoumise. C'est totalement fou. Mais je veux dire, vous-même vous le dites, il y a des tas de débats. Moi, la manière dont j'aborde les choses est différente que ce que peut aborder une Danielle Obono, François Ruffin. On en a plein de débats. De départ aussi. Mais il y a eu des départs. Mais en l'occurrence, Thomas Guénolé qui fait des tournées de médias, j'affirme ici, si Thomas m'écoute, qui sait très bien que s'il avait été plus haut sur la liste aux européennes, il a été déçu de ça parce qu'il voulait être élu. Bon, écoutez, cette vexation ne doit pas entraîner à ce qu'après, il se présente comme le nouveau Solzhenitsyn qui a quitté quasiment les pays de l'Est. Mais à l'entendre, c'est que de l'amertume, donc pour vous. C'est l'archipel du Goulag, il a découvert un État totalitaire. Vous étiez à plus de 19 à la dernière présidentielle et vous êtes à 6 aux européennes. C'est quoi le problème aujourd'hui? Comment vous définiriez précisément le problème politique que vous affrontez? Le problème politique, chère Myriam, c'est que l'ensemble des forces politiques, toutes sont détruites par le macronisme à l'heure actuelle. Il n'y en a pas une qui tient debout sérieusement, d'accord? Donc observons tout ça. Il y a une dualité politique qui est mise en œuvre, qui est terrible, dans laquelle nous avons parfois du mal à nous faire entendre. En raison sans doute de nombre d'erreurs que nous avons fait, j'en conviens, les perquisitions, c'est pas bien, mais aussi du fait qu'il y a une offensive qui est menée où nous avons du mal, y compris dans la manière dont bien souvent le débat est mis en œuvre, etc., à montrer comment nous pouvons être utiles au plus grand nombre. Nous l'avons fait à l'occasion des Gilets jaunes, mais les Gilets jaunes, la contradiction, c'est que ce mouvement, par sa propre existence, est un mouvement de mise à distance des forces politiques. Et nous sommes apparus aux yeux des Gilets jaunes, je peux le comprendre, comme une force politique comme les autres. Parce que la décomposition un peu du paysage politique et social amène à ce que des gens s'organisent
souverainisme, ils ne veulent plus passer par des organisations politiques, et peut-être que nous avons perdu... Justement, est-ce qu'il n'est pas temps de dépasser ce mouvement qui était déjà un nouveau mouvement? Vous avez tout compris, de la France insoumise pour 2022. La difficulté que nous avons à l'occasion de l'élection présidentielle, c'est pas la question du candidat, on en a un d'ores et déjà, c'est sur quelle stratégie nous allons là-dedans, comment nous sommes utiles à ce que, face à ces deux blocs, à ce qu'un troisième bloc émerge, nourri de cette distance aujourd'hui, de ce dégagisme des gens qui veulent plus passer par des organisations politiques, comment on l'aide? Si ça passe par le fait que c'est nous le candidat, moi je pense que Jean-Luc est sans doute le mieux armé, mais ça peut être autre chose. Mais donc à 76 ans, il sera... À 76, mais non, il est important que ça, attendez, ne le vieillissez pas. En 2022, ce sera... il en aura 70. C'est pas une difficulté. Ça peut être un obstacle, ou à l'heure où le jeunisme s'incarne à Emmanuel Macron, qui aura fait de la France une espèce de start-up, il peut être aussi le vieux sage. Vous voyez ce que je veux dire? Tout dépend. Essayons de dépersonnaliser cette élection. Sur quelle stratégie? Ça va dépendre du contexte. Comment nous sommes le point de carrefour de forces qui veulent notamment aider à ce qu'il y ait une restauration de la souveraineté, que la question sociale et écologique soit mise au devant. Comment nous sommes utiles à ça? À ce stade, je termine. On a quand même fait du bon boulot, Vincent. Je veux dire, j'aimerais quand même que toutes les critiques qu'on nous fait supporter ne fassent pas oublier que si nous n'étions pas là, notamment les coups d'État... On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vous connaissez le proverbe. Mais quand je me regarde, je m'inquiète, mais quand je me compare, je me rassure. C'est dit. Ce que je voulais dire. Vous avez commencé largement à aborder le sujet qui vient, Alexis Corbière. L'INSEE a publié aujourd'hui un vaste tableau du pays pour l'année 2018. Portrait social de la France qui montre, chiffres à l'appui, eh bien que les plus riches sont les grands gagnants des choix économiques d'Emmanuel Macron. Stéphanie Despierres. Et les grands gagnants sont les riches. Avec les réformes fiscales, le niveau de vie des 10% les plus riches a augmenté de 1,2% en 2018, soit près de 800 € de plus sur le compte en banque, contre 130 à 230 € pour le reste de la population. Taxes et impôts compris, ce sont donc les plus aisés qui bénéficient le plus de la politique fiscale d'Emmanuel Macron. Et c'est surtout grâce à la disparition de l'ISF. Sa transformation en impôt sur la fortune immobilière a permis à 350 000 ménages de gagner 10 000 € selon l'INSEE. Les foyers modestes ont bénéficié, eux, de la revalorisation des minima sociaux et de la prime d'activité, de la création du chèque énergie, mais le gel des allocations logement les a pénalisés. Le niveau de vie des Français les plus pauvres a donc aussi augmenté, mais de 0,5% seulement. Et j'accueille sur ce plateau Nadia Hay. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée de La République En Marche des Yvelines et secrétaire de la Commission des Finances. Vous allez défendre, j'imagine, les choix économiques qui ont inauguré le quinquennat d'Emmanuel Macron. Brice Fabre, bonsoir. Vous êtes économiste, chercheur à l'Institut des politiques publiques à l'École d'économie de Paris. Alors je commence avec vous. Quand vous voyez ces résultats, il n'y a pas de surprise, hein, d'autres économistes l'avaient montré avant, les riches ont profité des réformes fiscales du début de mandat. À aucun moment vous ne regrettez ces mesures? Non, on n'a pas regretté ces mesures parce que ces mesures ont été prises il y a maintenant 2 ans. Elles commencent à produire leurs effets en 2019, donc il est trop tôt aujourd'hui pour évaluer. Vous les revoteriez? Je les revoterai évidemment avec force et conviction. Je siège au comité d'évaluation de la réforme de la fiscalité du capital. Nous avons rendu un pré-rapport au mois d'octobre qui justement fait un état des lieux de l'évaluation que nous avons commencé. Alors sur l'évaluation, on va y venir, mais quand vous dites elle commence à porter ses fruits, oui. Exemple. Dans l'investissement notamment, parce qu'il faut savoir quelle a été la philosophie de cette réforme de la fiscalité. Ça a été dans un premier temps sur prélèvement fiscal unique d'avoir plus de lisibilité, plus de simplification de la fiscalité sur les revenus du capital, la flat tax. On n'impose pas au-delà de 30% le capital. Exactement. J'explique au fur et à mesure, oui. Tout à fait. Et donc donner de la lisibilité, de la simplification sur la fiscalité des revenus du capital, qui était très complexe dans notre pays et qui freinait vraiment l'investissement et notamment les investisseurs étrangers. Et il y a eu la transformation de l'ISF en IFI, qui consiste justement à alléger la fiscalité sur l'investissement productif pour inciter les investisseurs à financer nos entreprises. Les premiers résultats commencent à se faire sentir, notamment sur l'investissement qui augmente dans nos entreprises. Et donc oui, bien évidemment que je la revoterai avec force. Et on reviendra peut-être sur l'analyse de l'INSEE, mais qui, elle, s'arrête à 2018 et donc qui ne prend pas en compte les mesures gilets jaunes de décembre. Ce que nous sommes en train de voter aujourd'hui dans le projet de loi de finances, l'allègement de la fiscalité sur
de l'impôt sur le revenu. Donc il y a un certain nombre de dispositions qui ont suivi cette réforme de la fiscalité qui ne sont pas prises en compte dans cette étude de l'INSEE qui nous fait dire donc qu'elle est déjà obsolète. Brice Fabre, on aimerait avoir l'avis de l'économiste dans un domaine où on a l'impression que tout n'est qu'idéologie ou pari sur l'avenir. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une relation de cause à effet entre les mesures fiscales, suppression de l'ISF, transformation en IFI, flat tax, qui limite la taxation du capital, sur l'économie? Est-ce que quand on dit l'investissement repart, on peut imputer cela à ces mesures? Alors là, il est clair qu'il est encore tôt pour... il faudrait un peu plus de recul temporel pour avoir des effets des réformes qui ont été mises en œuvre en 2018. Mais par contre, on commence quand même à connaître des choses. Notamment, nous avons publié à l'Institut des politiques publiques une étude donc, qui retrace les effets donc, de la flat tax en 2018 et aussi des variations de fiscalité sur le capital durant François Hollande. Et ce que l'on remarque, pour faire court, c'est que les variations dans la fiscalité du capital entraînent des comportements d'optimisation fiscale, mais sans effet sur l'investissement. En tout cas, sans effet sur l'investissement pour ce qui est de la réforme de 2013. Et ce qu'on observe dans ce qui s'est passé à l'étranger, par exemple aux États-Unis, où on a une forte réduction de la fiscalité sur les dividendes en 2003, c'est qu'on n'observe pas non plus d'effet sur l'investissement. Par contre, pour ce qui est de la fiscalité sur le patrimoine, là encore, il est un peu tôt. Il est un peu tôt pour se prononcer. Ce qu'on peut juste dire, c'est que l'ISF était un mauvais impôt. Là, on a accès depuis récemment au fichier de l'impôt sur la fortune. Pourquoi vous dites que c'était un mauvais impôt? Dans le sens où en fait, l'assiette était complètement trouée, quoi. C'est-à-dire que nous, là, ce qu'on montre cette année, c'est qu'en fait, les gains sont toujours substantiels en haut de la distribution du fait de la suppression de l'impôt sur la fortune, mais moins que ce qu'on aurait pu s'attendre, tout simplement parce qu'à la base, le haut de la distribution des revenus ne payait pas beaucoup d'ISF, parce que donc du fait de nombreuses niches fiscales. D'accord. Voilà, donc ça, c'est les niches. Voilà. Après, voilà, est-ce qu'il fallait pour autant le supprimer? Ça, voilà, il y a un débat après économique plus fondamental derrière. Alexis Corbière, vous qui avez commencé à entamer ce débat, vous n'êtes pas surpris? Non, moi je pense que c'est à notre ami de continuer à expliquer des choses, et peut-être parce que moi j'ai un peu, tout à l'heure donné des arguments, je pense qu'il y a quelque chose qui est terrible quand justement il est établi que les 0,1% des plus riches se sont vus voir une augmentation de 23 000 euros, ce que plus personne ne conteste. Et ça, quand vous aviez supprimé l'ISF en plus, vous avez vous-même estimé que si ça ne marchait pas, vous reviendriez dessus. Alors et c'est très bien, vous avez affirmé tout à l'heure que l'investissement avait été plus important. Il me semble que c'est précisément l'inverse. Ce qu'on constate, c'est que les différentes mesures fiscales n'ont pas été réinvesties de manière significative. Non. Ah bon? Bah oui, enfin, lisez le rapport du comité de suivi qui est fait par des experts qui sont complètement indépendants et autonomes et qui montrent que l'investissement redémarre. Donc il faut pas là aussi dire des contre-vérités. Moi, je vais juste des entreprises. Non, mais vous affirmez que le CICE, que ce soit le maintien du CICE qui a changé de nom, vous pensez que ça a eu un effet sur... Les investissements étrangers augmentent en France. Il y a des chiffres sur la compétitivité et l'attractivité qui remontent. Je suis désolée. Quand on parle de compétitivité et d'attractivité, on parle beaucoup de la confiance des investisseurs qui marche sur deux. La confiance des investisseurs marche sur deux jambes. La stabilité, la lisibilité. Et apportée par quoi? Par une stabilité et une lisibilité fiscale. C'est ce que nous avons fait depuis 2 ans. Alors ça, c'est pour le parti pris. Je vais vous donner l'évaluation. Parce que vous avez parlé justement des plus riches qui gagnent 23 000 euros. Alors je ne sais pas d'où vous sortez ce chiffre. 790 euros pour les ménages les plus riches. 790 euros pour les ménages les plus riches. Ça c'est pour les 10%, ça c'est pour les 10%, pour les 0,1%. Non mais je vous donne le chiffre parce que vous aurez à y répondre parce que la presse... Ils ont tous essayé de diffuser dans le sujet, les chiffres. Mais comme vous n'aviez pas entendu... Quand vous supprimez un impôt payé par les riches et que vous le supprimez aux riches, évidemment que leurs revenus augmentent. Ah bah oui, évidemment. Mais par définition, pour laquelle il ne faut pas le faire. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent? C'est la seule question qui compte. Je vous redonne la parole. Je vous redonne la parole dans un instant, mais on va écouter Emmanuel Macron. C'était lors de la grande conférence de presse post-Gilets jaunes, le président qui s'engage, après évaluation, à corriger les choses si, il y a lieu de le faire. Écoutez-le. J'ai aussi entendu combien la réforme de l'impôt sur la fortune menée au début du quinquennat était perçue comme un cadeau fait aux plus fortunés et comme une vraie injustice fiscale. C'est vrai, c'est exprimé partout et largement. Elle a conduit à créer un impôt sur le patrimoine immobilier qui continue, au même taux, à taxer les détentions immobilières de nos concitoyens, mais elle a supprimé la partie du patrimoine qui était investie dans l'économie. Pour faire quoi? Pour encourager l'investissement en direction de l'économie réelle, de la recherche, des usines, de la production. Parce que s'il n'y a pas d'investissement national, il n'y a pas d'économie, ou alors il y a une économie qui se vend aux investisseurs étrangers. Et notre pays y est ô combien sensible.
cette partie de la réforme, je juge de mon devoir de la défendre. Et elle relève du simple pragmatisme. Mais comme c'est une réforme pragmatique, elle sera évaluée en 2020 et nous regarderons son efficacité. Si elle n'est pas efficace, nous la corrigerons. Nadia, si elle n'est pas efficace, nous la corrigerons. Le problème, c'est que on ne sait pas s'il est possible de la faire, cette évaluation. Et il y a une vraie question qui se pose. L'Assemblée n'a pas les moyens d'évaluer véritablement les dossiers fiscaux des plus riches. Il faudrait des experts chevronnés, vous n'avez pas ces moyens-là. Oui. Bercy en a-t-il vraiment la volonté? Est-ce que Bercy a les moyens d'évaluer ça? France Stratégie n'a pas véritablement réussi à le faire. Je vais vous répondre. Le comité de suivi de l'évaluation et de la réforme de la fiscalité du capital a les moyens de le faire, parce qu'il y a la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques qui y siège. Il y a le Trésor, il y a des experts, des économistes. Tout ça va se mettre en branle en 2020, c'est-à-dire dans quelques mois. Mais c'est déjà fait, ils se sont mis en branle et j'y siège. Je suis l'unique parlementaire à y siéger, parce que le Sénat a refusé, encore une fois, de nommer un sénateur pour y siéger également. On est au travail depuis décembre 2018. Comment vous travaillez concrètement pour savoir où est allé cet argent nous auditionnons, nous avons auditionné les entreprises intermédiaires, nous auditionnons des économistes, nous commandons, il y a des commandes qui sont faites auprès d'économistes, encore une fois de toute origine, parce qu'il y a des économistes français qui travaillent, il y a des économistes européens également qui travaillent. Comme réponse sur les le réinvestissement dans l'économie de l'économie sont très positive. Il y a de l'investissement qui augmente. Il y a de l'investissement qui augmente en France aujourd'hui, des investissements étrangers qui augmentent. Il y a l'amélioration de l'attractivité, l'amélioration de la compétitivité de nos entreprises. Là aussi, ça repart. Il y a la confiance qui revient. Non mais vous n'avez aucun chiffre. Non mais attendez, maintenant, vous avez un chiffre maintenant, Alexis, on va venir aux chiffres. Maintenant, ce qui est important et c'est ce que va s'atteler ce comité, c'est de démontrer le lien de cause à effet direct entre les mesures que nous avons adoptées et les résultats sur le terrain. Donc vous n'avez pas d'éléments à ce stade? On a des éléments qui disent déjà... Donnez-moi un élément, parce que moi, ce que j'ai lu, c'est que précisément, il y avait une grande déception et que l'investissement... Vous me posez des questions, laissez-moi y répondre. Oui, je vous en prie. Un élément qui est vraiment très, direct, c'est l'arrêt, enfin en tout cas, on a divisé par 2 le nombre d'exilés fiscaux en France. Et ça, c'est un élément direct. Nous sommes passés 10 secondes d'un point de vue 800 à 400 exilés français. En 10 secondes, est-ce que c'est possible ou pas, d'un point de vue économique, cette évaluation ? Il est possible avec les nouveaux fichiers administratifs auxquels nous avons accès. Mais là, actuellement, clairement, on voit en effet une relance de l'investissement, mais il est clairement pas possible de faire le lien entre cette politique et le... On va s'arrêter là et on va continuer. On vous réinvitera, je m'y engage, pour essayer de tracer justement... Mais vous voulez juste les chiffres, les effets de cette réforme. C'est l'heure d'accueillir... Un record quand même historique depuis 2000. C'est l'heure d'accueillir Valérie Brochard. S'il vous plaît, vous continuerez ce débat en dehors de ce studio. Vous restez avec moi. Valérie Brochard, elle nous raconte ses 24 heures à l'Assemblée. Elle est où, Valérie ? Valérie. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma bouteille en plastique? J'ai demandé aux députés ce qu'ils en pensaient. Je viens vous raconter son plateau, Myriam. Bonsoir Valérie. Bonsoir à tous. Et sa petite bouteille d'eau. Alors, il y avait des auditions importantes concernant l'écologie, le recyclage. Brune Poirson en particulier aujourd'hui. Exactement. Brune Poirson est venue à l'Assemblée aujourd'hui pour discuter avec les députés du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Alors, Brune Poirson a donc exposé son texte puis répondu aux questions des élus. J'ai rencontré cet après-midi ceux qui étaient présents en commission et tous bords confondus, ils ont globalement apprécié les échanges. J'ai trouvé que c'était pas trop mal. Ça s'est bien passé. Il y a un très bon esprit autour de cette loi économie circulaire. Vous diriez que Brune Poirson is the new Nicolas Hulot? C'est 2 styles complètement différents, à chacun son style. Voilà. Bon, vous venez de l'entendre, globalement, ils sont tous très contents, mais enfin, ils vont quand même déposer pas mal d'amendements. On va déposer une trentaine d'amendements. Oui, bien sûr, on va déposer des amendements. Il y a beaucoup d'amendements qui vont être déposés par le groupe Les Républicains. À ce stade, on s'attend à 1500 amendements pour la Commission du développement durable, donc le week-end sera studieux aussi. 1500 amendements sur ce projet de loi recyclage, notamment sur la consigne bouteille en plastique. On y vient. Absolument, absolument, Myriam. C'est cette petite bouteille que j'ai tendue aux députés cet après-midi. Le texte évoque sa consigne. Seulement, voilà, le système pose 2 problèmes. Tout d'abord, le coût. Qui va payer l'organisation de cette consigne? C'est aux collectivités locales de gérer les déchets, vous le savez. Alors hier, Emmanuel Macron a expliqué pendant le congrès des maires qu'il n'y aurait aucune contrainte, mais ça n'a pas rassuré Pierre Cordier.
Effectivement, le président de la République a évoqué cela hier au Congrès des maires. Il n'en demeure pas moins que ces questions liées aux ordures ménagères, c'est les maires et les intercommunalités. Donc automatiquement, le bébé va leur être fourgué. Et c'est ça, si vous me passez cette expression. Et c'est ça qu'on a critiqué, parce que je crois que les discours, c'est bien, mais les moyens, derrière, c'est autre chose. On a parlé de moyens juridiques, de moyens techniques, mais pas de moyens financiers. Et quand les habitants vont voir sur leur feuille leur redevance ou leur taxe augmenter à cause de ce texte, vous savez, le gouvernement on n'a pas le monopole de l'écologie, on est tous des écologistes, on est tous d'accord, mais au bout du compte, il faut payer et c'est sur ces questions qu'il faut s'arrêter aujourd'hui. Alors voilà pour le coup, Myriam, mais le message aussi qui se cache derrière cette méthode de la consigne peut poser problème. Le but, la vision globale du texte, c'est de réduire l'utilisation du plastique, ce qui va donc à contresens de la consigne. En tout cas, c'est ce que pensent ces députés. Si je vous confie ça, du coup, Monsieur Vulfranc, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce qu'on en fait là maintenant? Bah écoutez, si vous me confiez ça, d'abord je la bois parce que j'ai soif et comment dirais-je, on ne gaspille pas l'eau. Le système de consigne n'est pas performant là où il est mis en œuvre et qu'il laisse de côté une masse de déchets plastiques, notamment de bouteilles, à utilisation unique. Il faut faire attention au message qu'on envoie vis-à-vis des citoyens. Parce que si on met dans la tête des citoyens, à travers cette consigne pour recyclage des emballages plastiques, des bouteilles plastiques, que finalement, c'est pas grave de consommer encore plus, davantage, toujours de plastique. Alors que finalement, c'est pas le matériau le plus recyclable qui soit. Est-ce qu'on rend un vrai service à la planète? Je suis pas sûr. Et pourtant, c'est pas une si mauvaise idée, ça pourrait ne pas être une si mauvaise idée si c'est vu comme une première étape. En tout cas, c'est ce que nous démontre Mathieu Orphelin. Peut-être qu'on peut d'abord la mettre en œuvre dans des zones, si les collectivités territoriales sont volontaires, mais par exemple dans les zones, dans les îles, dans les départements et territoires d'outre-mer, si les élus locaux sont d'accord, en Corse également, si les élus locaux sont d'accord. Je crois que là aussi, sur ce sujet, on n'est pas obligé de passer de rien à tout immédiatement, et qu'une diffusion privilégiée et en priorité en avance de phase sur certains territoires, ce serait peut-être un moyen de sortir des oppositions sur ce texte. Du coup, vous me rendez ma bouteille ? Je vous la rends parce que moi, j'en utilise pas. Ah, voilà. Enfin, j'essaye de ne pas en utiliser. Voilà, on verra bien ce qu'il en est dans l'hémicycle, puisque ce texte recyclage arrive la semaine prochaine. Merci Alexis Corbière. Merci. Jacobin, un jour, Jacobin, toujours. Allez, c'est aux éditions Perrin. Merci Nadia. Merci Brice Fabre. Très belle soirée et à demain.